15 minutes à peu près, puis 5 minutes de questions. Oui, bon, on va essayer d'aller vite alors. Bonjour à vous. Écoutez, je vais prendre le relais de cette magnifique présentation du projet. C'est-à-dire que pour ma part, je pense que je vais être un peu plus conceptuel, n'étant pas actuellement sur un projet qui concernait la journée. Puis j'ai repris finalement l'appel à la communication et je me suis amusé à avoir un regard réflexif sur les termes qui étaient utilisés. À partir de là, je me suis rappelé de certaines choses concernant la vulnérabilité, concernant la démarche intégrée, concernant la résilience, des choses qui m'ont intéressé. Donc par exemple, là, sur comment minimiser les impacts, moi je me suis dit, mais finalement ça concerne la question de la vulnérabilité, comment la limiter, la question de l'adapter, enfin s'adapter ou atténuer, les grandes questions actuelles par rapport à la question de l'évolution du climat, sur comprendre et prédire et de manière intégrée. Alors là, je me suis dit, contexte d'incertitude quand même, on en a parlé tout à l'heure de trouver des solutions, mais trouver des solutions par rapport à finalement à des éléments qu'on maîtrise peut-être parfois peu, sauf si on développe l'intelligence artificielle qui sera forcément notre grand avenir à tous. Et puis quelle intégration aussi, et l'intégration, pour avoir travaillé un petit peu sur la gestion intégrée des zones côtières, on a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Et enfin, améliorer la résilience des communautés. Alors autant je sais qu'en écologie, je pense que le terme est assez clair, mais là encore, j'ai fait un peu de recherche et j'ai dépoussiéré des vieux articles de collègues géographes en sciences humaines, c'est pas si clair que ça. Voilà, donc de quelle résilience parle-t-on? Alors finalement, là, sur le 15 minutes, on va parler de vulnérabilité, d'incertitude, de résilience, de notions polysémiques, c'est le problème de la résilience, vous le savez. Et puis finalement, pour venir sur cette question de la mémoire collective, c'est un point sur lequel je tiens beaucoup, notamment sur la gestion des risques dont il était question. Alors personnellement, j'ai plutôt travaillé sur la question des risques côtiers, en lien notamment avec les risques de submersion et d'érosion côtière. Alors l'incertitude par rapport à la temporalité, je ne vais pas tout relire, mais je suis retombé aussi sur un vieux document de 2007 qui émanait du ministère. Alors il y avait le ministère de l'écologie, le ministère de l'équipement, etc. Et là en l'occurrence, anciennement Datar, Gilles Penquin, qui est un géologue pour le coup, qui rappelle quand même finalement la rapidité d'évolution actuellement du climat. Je n'apprends rien à personne, mais c'est là où on est encore dans l'incertitude, semble-t-il. Et il a un terme qu'il utilise que j'ai trouvé intéressant, c'est la claque thermique. Finalement, on parle de ça depuis tout à l'heure, à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et donc, pour moi, on est encore dans l'incertitude. Alors certes, peut-être l'intelligence artificielle fera beaucoup de choses, mais est-ce qu'on est vraiment sûr de pouvoir trouver des solutions à très court terme sur des éléments qui, finalement, jouent sur plusieurs échelles? Et puis aussi incertitude par rapport au type de vulnérabilité face à l'évolution du climat, dans le sens où de quelle vulnérabilité parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une vulnérabilité, toujours pareil, dans un contexte systémique, transdisciplinaire par rapport aux équipes qui sont mobilisées sur ces questions-là, mais finalement la vulnérabilité, est-ce qu'on parle de la vulnérabilité liée aux submersions marines, le littoral dans son ensemble? Est-ce qu'on parle des vulnérabilités des zones basses uniquement par rapport aux inondations continentales? La question de terre-mer, tout simplement, c'est ce qui est abordé. La question, alors, liée davantage peut-être aux questions sociétales, les populations urbaines face aux aléas de chaleur aussi, c'est une question qui se pose par exemple dans le domaine du tourisme. Désolé, je suis encore à plat, là, décidément. Je ne suis pas encore tropicalisé, vraiment. Là. Je peux récupérer toutes les saloperies du coin. Pardon. Oui, par rapport à ça, ce que je disais, c'est que dans le tourisme, par exemple, l'ADEME a beaucoup travaillé sur un phénomène tout bête, par exemple à Disneyland ou sur d'autres sites. C'était dans les files d'attente, avec des personnes parfois vieillissantes ou avec les petits-enfants, finalement, que fait-on lorsqu'il y a canicule, comme on a connu ces dernières années en France? Que mettons en place? Et sur d'autres échelles, c'était par exemple des vieux villages qui sont classés. Finalement, le problème tout simplement de l'architecture en pierre qui a tendance à éclater, alors je ne suis pas spécialisé en architecture, mais qui est dû tout simplement à ces effets de température qui modifient aussi les sous-sols, etc., et les infrastructures. Ressources en eau, j'insiste pas, vulnérabilité végétale aussi, bon ça concerne davantage les biologistes, les écologues, et puis aussi ce que je disais, ici par exemple aussi bien entendu vulnérabilité, déconstruction finalement, plus ou moins autorisé, mais en période cyclonique. Donc toutes ces questions aussi Donc vous voyez aussi, il faut cibler aussi, je pense, avant d'avoir des certitudes, de quoi parle-t-on finalement en termes de vulnérabilité? Terme à la mode, terme aussi qui est souvent récupéré, bien entendu, par les décideurs, mais ça me fait penser un peu parfois au développement durable. De quoi parle-t-on véritablement?
Alors le postulat, on le connaît, hein, accepter ou adhérer des risques connus et accepter aussi que sur un certain nombre de ces risques, il y a une aggravation de l'aléa. Est-ce que c'est pris en compte dans la certitude? Ça nous est certain. Deux solutions, l'atténuation ou l'adaptation. Hein. Donc d'un côté, limiter les émissions de gaz. Ok, on va voir, est-ce qu'on peut le faire? Et puis autrement, intégrer effectivement, alors j'ai repris des termes du changement climatique dans les stratégies des territoires en matière d'aménagement, de gestion, etc., etc. Moi, ma question derrière, c'est quelle échelle d'action, quels acteurs? Ça a été abordé, c'est abordé dans les programmes, il n'y a aucun souci pour ça. Mais moi, en tant que même citoyen, je me dis, bon voilà, atténuation, échelle individuelle et vie quotidienne. Je vais arrêter de prendre ma voiture, je vais faire du vélo. C'est vrai qu'ici, c'est très pratique par rapport au relief. C'est ce que j'appelle le syndrome du Nutella. Moi, mes gamins, je leur ai interdit de prendre du Nutella parce que ça détruisait la forêt de Bornéo à cause de l'huile de palme. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce à moi de prendre la responsabilité finalement d'éléments qui relèvent finalement de décisions politiques en quelque sorte. Voilà, donc bon. Pourquoi je ne prendrais pas ma voiture? Et puis, surtout quand on est essoufflé et qu'on est un peu malade, et que je dois prendre du vélo ou marcher à 34 degrés en ce moment, quoi. Voilà, donc des questions aussi qui relèvent, vous voyez, de la philosophie et finalement de chacun, quoi. Hein. La responsabilité, effectivement, de l'éthique aussi de chacun. L'échelle internationale, autrement, pour moi, ça serait l'autre échelle. Alors, je ne suis pas très positif, hein. Vous savez, je suis en déprime scientifique et politique en ce moment, hein. J'ai oublié de vous le préciser, ça. Et vous verrez qu'à la fin, ça finit très mal par rapport au projet et les belles solutions que vous proposez. Échelle internationale et accord dans le cadre des COP. Résultat des COP, à chaque fois, moi je me rappelle de la COP 21 en France, on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite, même s'il y a des efforts, c'est toujours pareil. On sent qu'on veut y arriver, mais il y a tellement d'enjeux, tellement de consensus, tellement d'intérêts divergents, etc., etc. Bon, voilà, ok, on va essayer d'atténuer les effets du réchauffement climatique à différentes échelles. L'autre cas possible, l'adaptation. Pour moi, ça passe effectivement, pour le coup, s'adapter plutôt à l'échelle des collectivités locales avec un soutien de l'État ou des États ou du pays, avec une diminution, si je reprends l'idée, hein, de l'exposition des personnes et des biens et des risques. Effectivement, moi, là, il y a peut-être une possibilité. Alors en France, via les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, pour moi, c'est une échelle intéressante. Et puis les SCOT, hein, à cette échelle, davantage qu'à l'échelle communale, ce qui serait ici l'équivalent du PGA sur la Polynésie française. Voilà un peu comment je vois les choses. Alors ensuite, voilà, c'était le ministère de l'écologie, hein, et donc là encore, j'ai repris Catherine Bersani, qui était inspectrice générale quand même, aux ponts et chaussées. Hein, c'était pas quelqu'un quand même, je ne sais pas si certains l'auront déjà rencontré, mais quelqu'un d'assez imposant. Elle dit effectivement le rôle de l'État qui est passeur, hein, connaissance scientifique, etc. Et là, je reprends des termes qui sont toujours évoqués. Hein. Démarche transversale, donc nous les scientifiques travailler de façon transdisciplinaire ou au moins de façon pluridisciplinaire sur la base d'une connaissance, d'une gestion intégrée, etc. Et l'intégration du citoyen. Ça, je vais y revenir aussi, l'intégration du citoyen, parce que dans quelle mesure doit-on le responsabiliser et jusqu'à quel point? Vous allez voir par rapport à la résilience. Et ça, j'ai dépoussiéré ça récemment. Pour François Amiot, hein, qui était du ministère de l'Environnement, accepter les risques, hein, et puis proposer des scénarios d'aménagement intégrant différentes voies d'évolution. C'est ce qui est évoqué dans le programme qui a été présenté tout à l'heure, notamment, par exemple. Alors, finalement, la résilience dans tout ça, finalement, quel est son rôle dans la vulnérabilité et comment l'aborder? Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors bon, là, je passe assez rapidement, hein, je pense que vous connaissez tout ça, puisque de toute façon, les écologues et puis les biologistes, vous avez été dans les premiers à vous emparer du concept, et je pense qu'il est tout à fait valable. On retrouve aussi dans les années 2000 aussi l'idée de réorganisation, hein, je passe, hein, sur le concept polysémique que vous connaissez. Sur les domaines sociaux, c'est voilà, des ouvertures, pardon. Capacité d'un individu à faire face au trauma, hein, c'est beaucoup utilisé en psychologie notamment. Dans la gouvernance, alors gouvernance adaptative, se remettre des chocs endogènes et exogènes, etc., etc. Et puis la protection civile, avec l'idée des expériences vécues et des leçons apprises. Alors, par la collectivité, mais aussi de façon individuelle. Et là, on va arriver à quelque chose par la suite. Bon, après, il y a la définition que je retrouve dans Géoconfluence, hein, qui est souvent un dictionnaire de géographie fait par des spécialistes essentiellement en géographie. Capacité d'une société à retrouver un équilibre après oui, la réalisation du risque.
Ça veut dire que pour être résilient, il faut avoir subi effectivement une catastrophe. D'où l'idée de statistiques, de probabilité, etc. etc. Mais ça interroge, et vous allez voir pourquoi. Donc au résultat, c'est rebondir, hein, qu'on retrouve, caractérisé par un écosystème. Et puis l'autre souci, c'est que pour la résilience, ça peut être à la fois une capacité, un processus, un résultat. Donc là encore, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est les trois en même temps? Est-ce que c'est juste le processus qu'on fait? Est-ce que c'est le résultat? On est content, nous sommes résilients, on peut attendre le prochain choc en quelque sorte, hein. Ou est-ce qu'on est capable d'être résilient et d'attendre que ça nous tombe dessus, que la foudre nous tombe dessus par exemple? Donc là j'aurais pris le GIEC, hein, c'est une définition très généraliste qui couvre à peu près, qui fait un peu consensus, hein, autour de cette définition de la résilience, qui s'adapte justement aussi à la question par exemple du réchauffement climatique. Donc rapidement, bon, le risque, hein, aléa et vulnérabilité, je passe sur le risque probabiliste, avec des accidents, etc. Mais la vulnérabilité, ce qu'on entend par la vulnérabilité, nous, c'est d'une part les enjeux. Qui définit les enjeux? Alors, développement durable, les trois piliers. Certes, est-ce que l'enjeu est prioritairement économique, social, écologique, culturel, pourquoi pas, hein, autre. Donc, finalement, on arrive finalement à des choix politiques dans le cadre d'une gestion intégrée. Consensus, d'accord? Et ces choix, finalement, nous, on travaille beaucoup, là, je vois avec mes collègues du nord de la France, et notamment aussi de l'ouest, hein, puis d'autres encore, sur la notion de perception et de représentation. Qu'est-ce qu'un risque pour chacun d'entre nous dans la salle? Est-ce que c'est de venir parler en public? Est-ce que c'est de venir près de moi qui ne suis pas très bien et je risque de vous contaminer en quelque sorte? Est-ce que c'est... Voilà, donc... est-ce que c'est la peur de sortir? Je ne sais pas. Donc il y a tous ces choix politiques qui doivent être pris en considération. Et dans ce cadre-là, on retrouve la résilience. Donc moi, à mon entrée, avec des collègues, la résilience, elle se fait essentiellement par la perception et les représentations. Alors après, il y a effectivement les notions d'exposition. Alors l'approche traditionnelle, c'est de dire je suis résilient parce que je fuis, en quelque sorte, je fuis la zone de risque, hein. Alors que dans le cadre du renforcement de la résilience, ça serait l'idée de vivre avec le risque. Vivre avec le risque, c'est de prendre conscience du risque. Là encore, quel est le seuil de tolérance qu'on peut avoir par rapport au risque, par rapport au degré d'acceptabilité. Et donc, ça passe par la question de la mémoire. Alors justement, je suis tombé, je l'ai rajouté, ça c'est pour ça que je l'ai rajouté récemment, parce que je suis retombé sur un article d'un collègue qui est extraordinaire, Samuel Ruffat, qui avait rédigé un article, hein, qui est téléchargeable publiquement sur HAL, critique de la résilience pure. Vous voyez, 2011 hein, quand même. Et il alerte, alors que moi-même j'ai utilisé avec les collègues le terme de résilience un peu comme les écologues, hein, en disant c'est super, etc. Mais qu'est-ce qu'on note? Pour être résilient, il faut donc, ce que je vous disais, il faut être vulnérable afin de tirer les leçons d'une catastrophe. Et quelque part, ça veut dire que les victimes deviennent acteurs d'une démarche intégrée. C'est-à-dire que la victime, elle doit s'informer, elle doit participer, organiser pour agir. Allez voir son article, il est quand même assez intéressant. Il permet notamment en sciences sociales, hein, je ne remets pas en cause les sciences dites exactes ou les sciences en biologie, etc. Mais chez nous, ça interpelle puisque nous sommes dans un contexte transdisciplinaire et le programme qui a été présenté tout à l'heure intègre ces notions-là, justement, de vulnérabilité et de résilience. Donc je ne sais pas où vous en êtes, pardon, sur cette question du Work Package 3 que j'ai trouvé très intéressant. Et lui, il remet en cause hein, aussi justement le risque d'une responsabilité individuelle et voire de darwinisme social. Il a repris l'exemple notamment de Katrina, où au final, le processus urbain le plus résilient, c'est l'informel, la forme urbaine la plus résiliente, ce sont les bidonvilles. Ça amène à réflexion quand même. Voilà, c'était simplement ça. Donc finalement, moi, je me suis dit, mince, j'avais dit que je parlais de résilience. Je suis un peu coincé à 2 jours de venir faire la présentation, même si ça fait un bout de temps que j'avais cet article dans la tête. Et donc, je me suis dit, mais effectivement, l'entrée que je peux proposer, c'est pour les sciences sociales un paradigme possible sur la question de la résilience. C'est la fameuse mémoire collective et individuelle qui pourrait être une clé d'entrée difficilement remise en cause. Et pas forcément le fait d'être victime et acteur finalement de la catastrophe. Donc, cette troisième partie, c'est sur la mémoire collective justement, que j'ai déjà présenté par ailleurs, hein, mais c'est là où j'en arrive. J'avais fait un article, enfin j'ai fait une présentation de déprime scientifique et politique, tout simplement. Quoi, hein, et vous allez voir pourquoi. Le postulat, plusieurs échelles temporelles, on le sait quand même, on le sait. Cyclique, géologique, centenale, quotidienne, on sait qu'on a une évolution
du niveau marin, hein, enfin, et du climat d'ailleurs, hein, et donc depuis 18 000 ans, par rapport à l'élévation du niveau marin, on a notre fameuse transgression flandrienne. Pardon. Donc après, on peut toujours échanger depuis quand on a cette augmentation, pourquoi, etc. Ça, c'est pas la question. Les évolutions ponctuelles, hein, les tsunamis, les surcotes de marée, comme on peut connaître beaucoup sur nos façades atlantiques et Manche-Mer du Nord. Hein. Deuxième postulat, bon, bah, voilà, je ne vais pas faire un cours de géomorphologie, mais on connaît quand même plutôt bien finalement les facteurs hydrodynamiques qui perturbent ou qui modifient finalement les questions de risque d'élévation du marin, avec toujours en interaction, et puis évidemment les interactions avec les facteurs météorologiques dont il est question aussi ici. Voilà. Donc on le sait. Ça c'est déjà le principe de base quand même. On peut toujours affiner bien entendu localement. Hein. Et pourtant, depuis ma thèse, je me suis promené un petit peu sur les littoraux. J'ai pris 3 exemples. Et c'était lors d'une promenade. Je travaille ma thèse. Mais initialement, je n'étais pas là pour ça. Et finalement, ça donnait lieu à l'un de mes premiers articles en tant que thésard. Et c'était, vous voyez, ces limites, je parlais des limites de l'aménagement littoral en Malaisie. On se promène et on tombe là-dessus. Est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup de statistiques pour comprendre qu'il y a un petit souci d'érosion On le voit quand même, enfin je ne sais pas si vous voyez de loin, mais enfin, là ça s'est effondré, enfin classique, une falaise. On en voit tellement, ici, recul, voilà. Sans parler de la macropollution, c'est encore un autre sujet. On pourra en reparler par ailleurs. Et puis je me promène sur environ 8 km. 8 km, j'ai une petite carte à la fin qui n'est pas extraordinaire, mais voilà. Et je tombe là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas accès au littoral. Je tombe sur ce programme-là, alors ça c'était une brochure que j'avais trouvée par la suite à Kuala Lumpur. Je ne sais plus, ça c'est une pancarte, des gros panneaux que j'avais devant moi et qui me coupaient de la plage en fin de compte. Donc j'ai 3 programmes ici, en l'espace de, je vous dis, 6-7 km à peu près, d'autres que je retrouvais, que je croisais, etc. Alors ça c'est la dimension économique, parce que ça aussi je ne le traite pas ici, mais juste par curiosité, quand on a pu avoir accès à Google, etc., je me suis amusé, je dis mais voir, tiens, on en est où? Et finalement, on reconnaît bien celui-ci, hein, je prends celui-ci qui était ce magnifique projet, et on est en friche. C'est qu'entre mon passage en Malaisie et cette période, que ça faisait 2002-2003, on a eu la crise du BAT en 1997, et tous les programmes immobiliers ont été arrêtés, quoi. Donc là aussi, cette question, pourquoi construire ce type de projet? Mais ce n'était pas là la question sur ce coup-ci. Résultat des courses, voilà les 3 projets. Hein. En gros, là, j'avais cartographié en 3 ensembles. Mais ce qui me perturbait, c'est qu'évidemment, j'avais relevé il y avait eu des travaux en géomorphologie que j'avais été récupérés dans les universités et les centres de recherche. Et on a des situations critiques en termes d'érosion, tout simplement. Et que dans le même temps, on décide, notamment ici, de vous construire des magnifiques immeubles. Premier exemple, moi naïf, je me disais, ça serait peut-être bien qu'ils ne reproduisent pas ce qu'on a fait déjà chez nous, sur nos côtes françaises, dans certains endroits, notamment par exemple sur la Côte d'Azur ou ailleurs par ailleurs. Deuxième exemple plus récent, mon petit journal local de la semaine du Boulonnais, dans mon Pas-de-Calais qui m'héberge à l'Ulco, il y a cet article, hein, Ardelot, qui est une station balnéaire à ses côtés, sort des cartons extraordinaires. C'est la photo qui m'a intrigué. Là, c'est la station balnéaire classique avec le front de mer. Et puis là, on voit une belle parcelle dunaire vierge. Projet magnifique. Alors, je ne veux pas tout détailler, mais voilà une ville nouvelle. Enfin, on part dans un plein délire. L'idée, évidemment, c'est d'agrandir la station balnéaire ici. Alors là aussi, question par rapport au collectif. Alors pourquoi possible? Parce que c'est une dent creuse, parce que là il y a un bâtiment, loi littorale, projet possible au regard de la loi littorale. On va combler entre la dent creuse, on va faire une continuité de l'urbaine. Okay, quid de la dynamique du trait de côte? Tout le monde s'en moque, puisque les seuls qui vont manifester, c'est mon ancien collègue qui était vice-président, syndrome NIMBY aussi, parce que je pense qu'il habitait par là, c'est-à-dire qu'il s'est dit, bon voilà, on va monter une asso de l'environnement, on va bien trouver des petites bébêtes dans les dunes pour pouvoir contrer le projet. Voilà, donc voilà. Lui, il est fou furieux, hein, c'est fait au détriment de la nature, les espaces dunaires, etc., etc. C'est là aussi, justement, la difficulté, c'est de pouvoir faire consensus dans les projets de construction. 3 minutes. C'est bon, je finis. Non, mais c'est le projet, mais ça sera intéressant de reparler par rapport au projet de construction, parce que la grande difficulté derrière, vous le savez très bien, c'est comment on va pouvoir s'organiser pour faire des projets de co-construction et trouver des solutions justement. Voilà. Et troisième élément, rapidement,
là ça m'avait un petit peu achevé. Un superbe mémoire sur le tourisme, un projet de développement touristique sur la route des pêches au Bénin, justement pour dynamiser l'économie locale. Et là, l'étudiant qui sort des projets sur les lacunes, l'ensemble des aménagements. Donc il y avait 4 projets, moi c'est simplement une photo. On est sur des lacunes, des projets hallucinants. Puis il y en a un que j'adore, il y en a un, sortez-nous le titre. Village écotouristique. Vous voyez, ça, c'est aussi la force de l'analyse du paysage. Parce qu'on a besoin d'aller plus loin pour comprendre qu'on est sur des projets complètement adhérents, avec un intitulé comme ça, village écotouristique. L'écotourisme, je connais un petit peu, je travaille beaucoup là-dessus. On est très loin d'un projet d'écologie. Voilà, donc sur les questions d'aménagement, sur les questions du recul du trafic, etc., je passe. Donc voilà, je passe en distance, problème de la distance, problème du temps, tiens, une catastrophe. Bah oui, un petit rappel quand même, c'est le texte, on va mobiliser, puis un peu retourner un peu dans le but. C'est aussi un peu ce cycle infernal de la mémoire. Donc pour conclure. Oh, pardon, oui, c'est vrai que je suis parti là. Pour conclure, alors bon, vous allez reconnaître le style, mais très rapidement, de quand date le texte et qui ça peut être. Ça doit faire 10 fois que je finis une conférence comme ça, je ne me fatigue plus. Voilà. Mais le style quand même, c'est pas d'hier. Allez, on n'a plus beaucoup de temps, hein, mais bon, si vous voyez en rouge, hein, dégradation des côtes de France, nombreuses rapides, démolition perpétuelle, mer agit, action de la mer use les côtes. Bon, l'église a sombré. Bon, Victor Hugo, non pas en tant que polémiste ou écrivain, mais en tant que politique, en tant que décideur politique à la Chambre des Pairs qui correspondait au Sénat d'aujourd'hui. D'accord ? On est quand même en 1846. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, nous, en tant que scientifiques, comment faire passer le message aux acteurs, tout simplement, qu'ils comprennent. Donc ça va faire bientôt 200 ans. 3 questions de premier ordre, j'insiste. Le peuple, parce qu'il n'y a pas d'argent. Le territoire, parce que ça devenait tendu avec les Allemands. Et le littoral, 3e priorité française. Regardez l'état de nos côtes en France. En soulignant que les 2 premières là, le littoral s'en préoccupait moins vivement les corps délibérants. Je pense que j'ai fini. 170 ans plus tard, c'est-à-dire qu'on continue, 2016, Assemblée nationale, proposition de la loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique. J'aimerais savoir où on en est aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Knud le Grand, roi Canute, qui serait mort en prétendant vouloir arrêter la marée. Noyé. Alors, je ne veux surtout pas arrêter les projets, hein, mais justement, la grande question, c'est ça. J'espère que dans votre projet, les décideurs seront beaucoup plus réactifs que ce qui se passe pour les questions d'érosion côtière et de risque de submersion marine aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions. J'ai très peu de statistiques. Peut-être une question, alors je me permets. C'est très intéressant parce que vous rajoutez du coup l'acteur décideur. Enfin, voilà. Ma question peut-être, c'est comment vous, d'un point de vue méthodologique en sciences sociales, comment vous traitez l'enquête. Je me pose toujours la question, moi, sur ces grands projets, est-ce que les gens qui sont aux manettes sont aussi dupes que ce que tu sembles suggérer ? Ou est-ce qu'ils sont quand même tout aussi conscients de ces problématiques ? Et alors, la deuxième question, c'est également, tu prends des exemples des années 2000. Et est-ce que, c'est la deuxième volet de la question. 2017, le mémoire. 2017, voilà. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quand même là, je suis d'accord, hein, tu faisais le parallèle avec le développement durable, voilà. Est-ce que quand même là, il y a des facteurs aujourd'hui qui sont quand même tout à fait, en termes d'ampleur, d'effets concrets, qui font quand même que les choses, de toute façon, vont devoir, bougent. Au moins le discours est là. Ça bouge par le discours, ça bouge, je pense sincèrement que c'est le monde associatif qui fait bouger les choses à différents niveaux. Sincèrement, quand je vois le travail de beaucoup d'associations, en termes justement de conscientisation des problèmes environnementaux, moi je le vois par chez moi, c'est les assos qui font bouger les choses. Je vois en écotourisme, mais aussi pourquoi ? Parce que les acteurs, les décideurs, est-ce qu'ils ont les moyens ? Ils ont des choix politiques drastiques à faire. J'ai un collègue ami qui est un spécialiste de géographie maritime, qui a un discours un peu comme le mien parfois, mais qui s'est retrouvé élu à la communauté de communes de Calais, quoi. Et il m'a dit, Vincent, tout ce que je prêche,
lors de conférences, etc., ou en cours, je ne peux pas l'appliquer quand je suis en conseil et en délibération. Parce qu'il y a des enjeux que nous, les universitaires, moi j'ai beau dos ici, je suis universitaire, je me fais plaisir aussi quelque part. Mais l'idée, c'est que, enfin, on peut en discuter aussi avec d'autres disciplines. Les juristes, par exemple, une juriste en droit de l'environnement m'expliquait, elle me dit, le souci pour elle, c'est financier avant tout. C'est une question financière dans laquelle, si on avait l'argent, on peut tout faire, quoi, tout le monde est d'accord. Mais donc, la question aujourd'hui, moi ce qui me dérange, c'est de discuter avec des politiques, notamment il y a l'association nationale des élus littoraux auquel j'ai participé. Il y avait Rapin, là, Jean-François Rapin qui était président à un moment. Quand je lui ai sorti ça, il me dit ah, c'est vraiment très intéressant. Ok, mais on fait quoi maintenant, quoi? C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de textes, il y a suffisamment d'éléments, mais quels sont les moyens, quels sont les consensus, mais même à l'échelle locale, tout simplement. On part du conflit de voisinage. On part de l'exemple, écoutez, si vous construisez les ELA, ça nous embête parce que c'est la question de l'environnement, mais la question initiale, je n'aurais plus vu sur mer. C'est toutes ces questions, on travaille, alors, moi en tant que géographe, c'est plutôt la dimension spatiale avec mes collègues et l'organisation, mais bien entendu qu'on bosse avec des sociologues notamment, et qui m'ont beaucoup appris en termes de méthodologie, sur le discours notamment, et c'est ce qu'on fait aussi en géographie sociale. Ouais. Et culturelle, parce qu'il y a la représentation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite question? Et c'est pour ça que c'est très intéressant votre projet là. J'espère qu'il va passer. Représentations sont vraiment importantes, on le voit sur l'érosion en fait, parce que la perception du risque est totalement, parfois diamétralement opposée à ce qu'on aurait pu supposer ou présupposer, où en fait les populations qui sont les plus exposées, physiquement en fait, on va dire, ne sont pas forcément celles qui sont le plus actrices en fait de changements. Oui, voilà. Tu sais, c'est comme à l'échelle mondiale, hein, entre les pays pauvres et les pays riches, hein, par rapport à la production de CO2. Mais là, j'ai une thèse actuellement en cours, c'est très intéressant parce que l'ambivalence du littoral, c'est que plus tu habites sur le front de mer, plus ça coûte cher. Et là, la question que se pose à ma doctorante, c'est, elle est en train de voir au prix du foncier, donc il y a eu l'effet Covid, ce que je n'ai pas, je précise. Mais ce qui est assez dingue, c'est de voir comment le foncier a explosé depuis le Covid. En gros, de façon caricaturale, les Parisiens veulent investir sur la côte pour prendre l'air. Mais malgré tout, parce qu'on est sur une côte, si vous prenez la côte Pas-de-Calais, alors en plus on a beaucoup parlé avec les inondations, mais si vous prenez Wissant, on a travaillé sur un programme COSACO, co-construction des territoires sur la côte d'Opale. Avec l'exemple de Wissant, vous allez voir, vous tapez Wissant, vous avez un des sites en France qui subit le plus d'érosion en termes de zone basse. Malgré ça, tu as 3-4 collectifs, c'est très intéressant, il y a 3 assos qui veulent absolument que l'État prenne en charge une défense, etc. Mais ce qui est très intéressant aussi, on parle comme ça de 3 assos, mais ces 3 assos ont des intérêts très différents en fin de compte. Et même par rapport à leur origine sociale et géographique. Tu as vraiment les Wissantais, les locaux, tu as ceux qui ont une résidence secondaire, enfin je fais simple, hein. Et puis le troisième, c'est par exemple les Belges, tu vois. Alors il y a ceux-là, et puis tu as ceux qui sont derrière, en fin de compte. Tu as l'autre partie, là on a fait beaucoup d'enquêtes, qui sont dans le fond de la commune, en fin de compte, qui sont en rétro-littoral, et qui disent, mais attendez, nous on ne va pas payer pour eux, qui vont vue sur mer. Et enfin, tu vois, toutes ces questions, c'est d'une complexité, c'est super intéressant, et dans l'analyse, elle est extrêmement... Donc c'est beaucoup de discours, c'est beaucoup d'enquêtes de terrain, toc, 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 à la porte, et on récupère les infos. On a organisé des réunions publiques, on a fait justement des jeux de rôle, enfin des serious games, etc. Mais à l'arrivée, c'est tendu, hein, ça a été tendu. À un moment, on a fait se faire agresser dans une autre commune parce que le projet, c'était quand même quel avenir du littoral Fondation de France dans les 50 ans ou 100 ans. Et donc, première réunion, je finis juste, il y avait donc Conservatoire du littoral, le maire, etc., etc. Et là, il y a une bande de barges, là, elles sont arrivées à une quinzaine. On n'a plus l'escalier pour accéder à la plage. Mais attendez, vous avez un lotissement qui risque de passer sous l'eau. Non, eux voulaient que le Conservatoire du littoral reconstruise un escalier. Et là, on était dans la 5e dimension. On se dit, c'est pas possible. Alors nous, les scientifiques, de toute façon, on n'a aucune légitimité. On ne nous croit pas. On ne sert à rien. Et finalement, ils étaient en train de régler leur compte avec le maire et le Conservatoire du littoral. Et nous, vous bricolez, quoi. Parce qu'on ne vous croit plus, parce que vous ne dites pas la même chose que ce que dit l'État par rapport au plan de prévention de risque. Donc PPR, je me trompais au début ici, PPR c'est plan de prévention de risque,
Et là, bah oui, mais vos données, là, Arnaud Eckert, enfin tous nos géomorphologues n'ont pas les mêmes données parce que ce ne sont pas les mêmes méthodos et ce ne sont pas les mêmes finalités. Mais il faut déjà expliquer ça à la population, enfin à l'habitant qui n'est pas spécialiste. Et voilà, quoi. Bon, quelle légitimité vous avez qui sort. Bref, on pourrait en parler longtemps. Merci beaucoup. On va passer. Voilà, merci. Je vais mettre de côté, tu es malade.